D'accord, ben, merci pour cette présentation et pour cette invitation. Donc, moi, mes derniers travaux portent... Comment? Oui, ben, c'est ce qu'on avait bien intégré. Ça va être court, mais on va faire au mieux pour s'y adapter. Donc, là, je vais vous parler de la Bretagne et du régionalisme breton, qui n'est pas réellement mes dernières recherches, hein, parce que mon dernier projet de recherche postdoctoral portait sur les Français de l'étranger et comment ils se structurent politiquement vis-à-vis de la France. Et là, bon, comme d'habitude, je comparais France, Royaume-Uni et Espagne. Mais c'est vrai que j'ai fait ma thèse à Sciences Po Rennes. J'ai beaucoup travaillé avec Romain Pasquier sur la question du régionalisme breton. Donc, qui se caractérise par une sorte de paradoxe ou de mystère, au sens où la Bretagne, contrairement à la Corse, contrairement à la plupart des territoires d'outre-mer, est une région de droit commun qui ne se distingue en rien des autres régions françaises, même si, pour l'anecdote, on pourrait remarquer qu'il y a un conseil culturel de Bretagne qui est un pendant culturel du Césaire, donc qui n'existe qu'en Bretagne, donc c'est la seule petite spécificité institutionnelle qui existe en Bretagne, malgré une aspiration décentralisatrice très forte. De même, la Bretagne, malgré son identité reconnue, se caractérise par un régionalisme partisan très faible dans l'arène politique, hein. Les régionalistes bretons, dans les élections, les partis régionalistes bretons ont rarement dépassé les 7-8%. Toutefois, aujourd'hui, il y a quand même l'émergence d'un régionalisme politique un peu plus présent qu'avant. Il y a un député ouvertement autonomiste, hein, en l'occurrence Paul Molac. Il y a également deux groupes régionalistes au Conseil régional de Bretagne, l'un dans l'opposition, Braise à Blaise, qui veut dire la Bretagne à gauche, qui est le groupe de l'Union démocratique bretonne, le parti autonomiste en Bretagne, et un groupe dans la majorité, autonomie et régionalisme, qui regroupe des individualités comme Paul Molac, Christian Troidec et autres. Le paradoxe breton est aussi lié à la structure de son identité. Donc l'identité bretonne est reconnue comme forte, hein, donc dans une étude à laquelle avait participé Romain Pasquier en 2009, qui était comparative à l'échelle européenne. On remarquait par exemple que 65% des habitants de la Bretagne étaient très attachés à la Bretagne, et la totalité des habitants étaient attachés à un degré ou à un autre à la Bretagne, alors que par exemple la même question posée en Île-de-France donnait seulement 26% d'habitants de l'Île-de-France très attachés à leur région. Donc on voit là qu'il y a quand même une identité spécifique, hein, qui distingue la Bretagne dans l'ensemble français. Les deux autres régions où il y avait un tel attachement étaient l'Alsace, qui à l'époque était encore une région de plein exercice, et la Corse. Donc ces trois régions se distinguent quand même dans l'ensemble français. Mais par rapport à d'autres régions que vous allez aborder la semaine prochaine, l'identité bretonne n'est pas exclusive. Donc cette enquête-là de 2009, qui avait été réalisée à l'échelle européenne, posait la question Moreno dans tout un ensemble de régions européennes. Donc la question Moreno, que vous voyez dans le tableau en bas, vise à demander aux habitants d'une région s'ils se sentent exclusivement de l'appartenance régionale, plus régionale que nationale, autant régionale que nationale, plus régionale que nationale, exclusivement nationale. Or, en Bretagne, on voit que la moitié des habitants de la Bretagne se sentent autant bretons que français, et qu'il y a certes 23% qui se sentent plus bretons que français, mais il n'y a seulement que 2% des habitants de la Bretagne qui se sentent exclusivement bretons et pas français. Ce qui distingue par exemple très fortement la Bretagne de l'Écosse, hein, qui est le cas un peu extrême en Europe, où 41% se sentent plus écossais que britanniques et 19% des habitants de l'Écosse se sentent exclusivement écossais. Donc là, il y a quand même une explication qui donne à comprendre pourquoi les partis ethno-régionalistes ou autonomistes en Bretagne ne percent pas, au sens où il n'y a pas vraiment de conflit identitaire, c'est-à-dire qu'une majorité de Bretons, quasi
enfin 90% des habitants de la Bretagne se sentent à un degré ou à un autre à la fois bretons et français. Donc il n'y a pas ce sentiment qu'on peut trouver en Écosse ou en Catalogne d'un conflit centre-périphérie irréconciliable. Pour autant, contrairement à d'autres régions, il y a ce qu'on appelle justement un régionalisme banal en Bretagne. Donc c'est quoi le régionalisme banal? Bon, c'est un concept que j'ai adapté des travaux de Michael Billick, qui avait publié à la fin des années 90 un ouvrage très intéressant sur le nationalisme banal. Donc pour Michael Billick, qu'est-ce que c'était le nationalisme banal? Il constatait que bon, quand on parle de nationalisme, on voit tout le temps le nationalisme à la périphérie. Donc ce sont soit les guerres d'agression, de nationalisme étatique agressif, soit vis-à-vis d'autres pays, soit vis-à-vis de leur propre population. C'est les extrêmes, notamment l'extrême droite, qui peut être qualifiée de nationalisme, ou c'est les périphéries territoriales où peut être perçu le nationalisme. Or, Michael Billick montrait que tout ça amenait à oublier, occulter le nationalisme dominant, mais qui est tellement dominant qu'il est invisible et qui se caractérise par exemple dans des cartes météo où par exemple en parlant de notre pays, on montre la carte météo d'un pays où finalement pour lui le symbole du nationalisme banal, c'est le drapeau, par exemple le drapeau français au fronton numérique qui est tellement ancré, tellement normalisé qu'on oublie que c'est un rappel quotidien que finalement on appartient à un pays qui s'appelle la France. Or, le même phénomène existe aussi à l'échelle régionale. Aujourd'hui, le drapeau breton est omniprésent en Bretagne, on le voit sur toutes les mairies. Les panneaux routiers, comme on le voit ici à Quimper, sont de plus en plus bilingues, c'est-à-dire que le breton est présent, en tout cas à l'ouest de la Bretagne, dans l'espace public de manière normalisée. On voit par exemple sur toutes les voitures aujourd'hui, autant dans les années 70, mettre un BZH sur sa voiture, c'était un signe militant de dire voilà, je revendique le droit de me revendiquer d'une identité spécifique. Aujourd'hui, depuis 2008, je crois, enfin c'est Jean-Yves Le Drian qui a mis que sur toutes les voitures en Bretagne, sur les plaques minéralogiques, il y a à la fois le BZH et le drapeau breton. Donc ça aussi, c'est un rappel que toutes les voitures finalement de Bretagne appartiennent à la Bretagne. Donc tout ça, c'est des petits rappels quotidiens finalement que la Bretagne est spécifique et qui est ce que j'appelle du régionalisme banal et qui intègre finalement une identité non conflictuelle, mais finalement qui est structurante. Donc voilà, en Bretagne, s'il n'y a pas un nationalisme ouvert, il y a une identité visible et de moins en moins négative, c'est-à-dire que de plus en plus les Bretons finalement assument, voire réclament une identité qui n'est plus vue comme un obstacle à la modernité, contrairement à ce qui a été le cas ça fait 50 ans. Donc je vais vous présenter ma présentation en deux temps. Tout d'abord, pour m'inscrire un peu dans ce qu'a fait Romain Pasquier la semaine dernière, je vais rappeler très brièvement les grands traits de l'émergence d'un régionalisme breton comme expression du clivage centre-périphérie en Bretagne. Puis, je m'attacherai un peu à entrer dans les revendications ou dans la logique idéologique du régionalisme breton en me centrant sur un peu les trois thématiques qui structurent le régionalisme breton ou les revendications du régionalisme breton, que sont d'une part le territoire, comme affirmation d'un régionalisme civique, l'affirmation d'une exceptionnalité culturelle et linguistique, et enfin l'aspiration à une démocratie régionale, c'est-à-dire la question des institutions. Donc, comme toutes les régions d'Europe de l'Ouest, le régionalisme breton, sous sa forme en tout cas moderne, émerge au XIXe siècle par deux biais, que sont le romantisme et le conservatisme, voire le légitimisme, hein, puisque, comme l'a très bien montré Anne-Marie Thiès, le régionalisme breton émerge dans les années 1830-1840, quand les légitimistes se replient un peu sur leur base territoriale. Un peu le signe d'émergence d'un régionalisme breton, c'est le Barzaz Braise, qui est un recueil de chants récoltés donc, par Théodore Hersart de la Villemarqué et qui vise à
valoriser un peu la tradition orale de la Bretagne, sur le modèle un peu du Kalevala en Finlande ou les contes de Grimm en Allemagne, etc. Donc c'est une dynamique qui n'est pas du tout spécifique à la Bretagne, mais qui donne à voir une certaine richesse d'une tradition populaire qui jusqu'alors a été complètement négligée. Donc tout au long du 19e siècle, des individus, des groupes, des associations élaborent ce que Michael Keating a appelé une boîte à outils identitaire qui prend différentes formes, que sont par exemple l'émergence d'une écriture de l'histoire de la Bretagne, la formalisation d'expressions musicales en Bretagne, la valorisation des spécificités des danses, d'un patrimoine oral, de costumes, de langues, etc. Donc, ce qui est intéressant, Michael Keating montre que finalement, ces dynamiques sont présentes dans toutes les régions d'Europe de l'Ouest qui se structurent, qui valorisent leurs spécificités à ce moment-là, mais en reprenant à chaque fois les mêmes codes. Finalement, ils s'influencent les uns les autres pour dire « Ah bah si on est une région ou une nation spécifique, il faut qu'on trouve des spécificités. » Donc en Bretagne, finalement, cette dynamique est tout à fait similaire. Il faut vraiment attendre la fin du 19e siècle pour que soit créé le premier parti régionaliste breton, qui est l'Union régionaliste bretonne, très ancrée dans une droite conservatrice notabilière, qui est peut-être le premier parti régionaliste en France, en tout cas j'en connais pas qui aurait été créé avant. Progressivement, ce régionalisme va se structurer pour devenir un nationalisme, avec notamment en 1931 la création du Parti national breton, qui revendique l'indépendance de la Bretagne, qui à l'époque était encore un parti œcuménique avec une tendance de gauche, tendance de droite, et qui va exploser assez rapidement justement avec la fascination que va exercer l'Allemagne nazie sur une partie du mouvement nationaliste breton, hein, qui va prendre un peu l'ascendant sur le mouvement jusqu'à ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie d'entre eux collaborent avec l'occupant nazi, y compris dans la Bézen-Perrott, donc créée en 1943, qui est un groupe, bon, pas très nombreux, hein, c'était 70-100 personnes, mais qui vont porter l'uniforme allemand et collaborer, être dans une dynamique collaborationniste, en espérant, en récompense, obtenir l'indépendance de la Bretagne. Mais là, vous n'avez qu'une toute petite partie de l'histoire. Le régionalisme breton ne peut se comprendre que parce qu'il existe en dehors de la sphère partisane régionaliste proprement dite. La plus grande organisation régionaliste en Bretagne au début du XXe siècle, en réalité, était ce qu'on appelait le Blunbruck, qui était une organisation catholique, très conservatrice, qui pouvait réunir des dizaines de milliers de gens dans des rassemblements autour du slogan « Faith Abrace, la foi et la Bretagne ». Mais ce régionalisme se retrouvait aussi à gauche. Par exemple, Charles Brudonnière, qui était à la tête de la Fédération socialiste de Bretagne en 1900, écrivait « Notre pays a un caractère nettement particulariste. Il est et restera breton. Il ne se fondra pas plus dans l'unité française que l'huile ne se fond dans le vinaigre. » Pareil, dans les années 1930, Marcel Cachin, qui était un leader communiste, développe aussi sur une base communiste, marxiste-léniniste, un régionalisme breton très revendicateur de la valorisation d'une culture populaire, des droits finalement de ce qu'il appelle un peuple. Donc il avait notamment créé dans la région parisienne les Bretons émancipés, qui visaient à réunir justement les Bretons sur une base pour le coup de gauche. Donc suite à la collaboration de nombre de figures marquantes et visibles du régionalisme breton pendant la Seconde Guerre mondiale, le régionalisme politique est complètement décrédibilisé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et va réémerger progressivement sur plusieurs bases. Tout d'abord sur une base culturelle avec la création de nombre de fédérations comme Kendar pour la danse, BAS pour la musique, Cuser-Brezonnet pour la langue bretonne, qui vont réunir finalement de très nombreuses personnes et structurer des réseaux culturels, ce qui avait été moins le cas finalement dans l'entre-deux-guerres, qui vont vraiment infuser dans toute la société et diffuser finalement un paradigme régionaliste de l'exceptionnalité culturelle.
Autre dynamique dont vous avez peut-être parlé, Romain, c'est la dynamique économique, donc autour du comité d'études et de liaison des intérêts bretons, qui est une sorte de lobby territorial qui, à partir de 1950, va regrouper la majeure partie des grands élus bretons, des syndicats, y compris jusqu'à la CGT, des gros représentants patronaux, etc., et des intérêts économiques en Bretagne, et qui va fonctionner vraiment sous la forme d'un lobby à la fois à l'Assemblée nationale, enfin au Parlement et à l'extérieur, pour créer un rapport de force, pour obtenir un développement économique de la Bretagne, ce qui va obtenir un certain succès, hein, parce que grâce à ce rapport de force, ils vont obtenir l'installation de nombre d'usines décentralisées en Bretagne, comme Citroën à Rennes par exemple. Mais l'intérêt du CELIB est aussi cognitif, c'est-à-dire que le CELIB, en regroupant finalement ce qu'ils appelaient à l'époque l'ensemble des forces vives de la Bretagne, va relégitimer la Bretagne comme niveau légitime de territorialisation de l'économique et du politique. Donc là, on voit vraiment que le CELIB va permettre un peu d'amener une réflexion territorialisée à l'échelle de la Bretagne, alors que jusqu'à présent, en Bretagne, il y avait quand même un très fort localisme, une réflexion qui était très localisée, voire départementale, mais très peu régionalisée. Ces deux dynamiques vont s'épanouir dans les années 70, dans ce que j'ai appelé la vague nationale des années 68, qui va concerner l'ensemble des régions à forte identité du monde occidental, Québec compris, sous une forme pour le coup qui va s'ancrer très fortement à gauche et qui va dépasser très largement le mouvement régionaliste stricto sensu. Donc là j'ai mis par exemple au début en bas à gauche il y a une image de la grève du Jean Francin en 1972 qui va être la première grève où le drapeau breton, le Gwenadu, va être approprié par le mouvement syndical, par les ouvriers et par les partis politiques de gauche. Donc vous voyez, c'est en noir et blanc, mais il mettait aussi un petit drapeau rouge au-dessus pour montrer certes un drapeau breton, mais ancré à gauche. Donc voilà, ce mouvement va aussi être réapproprié par nombre de partis politiques, dont tout particulièrement le Parti socialiste unifié. Vous voyez cette affiche de réappropriation. Finalement, il y avait toute une symbolique de Bécassine, qui est normalement une figure de bande dessinée sans bouche, qui est plutôt une opprimée, au sens où c'est une bonne à Paris qui représente un peu le destin inférieur des Bretons qui essayent de sortir de leur région. Et là, dans les années 70, elle va ouvrir la bouche, elle va devenir revendicative dans ces mouvements, que ce soit au PSU, à la CFDT qui utilise aussi beaucoup cette image, et aussi dans le mouvement écologiste, notamment le mouvement antinucléaire de Plogoff, va être un moment très fort où écologie et régionalisme vont se réunir, parce que c'est un mouvement qui, contrairement à d'autres mouvements antinucléaires, va se faire à l'échelle de la Bretagne. Il y avait vraiment une dynamique régionaliste très forte, qui est, à mon avis, une des raisons du succès de cette lutte antinucléaire, au sens où là, c'est toute une région qui a établi un rapport de force avec le gouvernement, et qui a obligé finalement François Mitterrand à se positionner sur ce cas précis de centrale nucléaire qui ne se fera pas. Bon, les années 70 sont aussi marquées, c'est la seule période, par un militantisme, régionalisme violent avec des bombes par le Front de Libération de la Bretagne qui fera des vagues de centaines d'attentats, qui seront pas violents humainement parce que les personnes n'étaient jamais visé, mais qui fera quelques dégâts malgré tout. Et donc, ce moment des années 70 va être structurant pour transformer une identité qui jusqu'alors était quand même négative, c'est-à-dire qu'être breton était perçu dans l'espace, en tout cas en Bretagne, mais aussi, je pense, en dehors de la Bretagne, comme une situation d'infériorité culturelle, où finalement les Bretons qui voulaient se moderniser devaient se débretoniser, ce qui explique pourquoi il y a eu, dans la première moitié du XXe siècle, une tendance très forte à
abandonner la langue bretonne, abandonner les cultures, etc. Les années 70 montrent un mouvement inverse de réappropriation de la langue et de la culture et de l'identité, qui était rendu possible finalement puisque les années 70 est en plein cœur de l'essor économique de la Bretagne, qui jusqu'aux années 40-50 était la région la plus pauvre de France avec la Corse, et qui, à partir des années 50, grâce au Cédib notamment, va prendre une dynamique de modernisation économique très rapide, d'éducation très rapide aussi, où progressivement les Bretons, qui justement étaient très peu présents dans les universités, vont devenir une des régions les plus scolarisées et où les habitants font des études le plus longues, etc., qui va permettre finalement une sorte de transformation de l'identité, d'une identité négative à une identité positive, voire revendiquée. Ce qui va permettre, à partir des années 80-90, à ce que Michael Keating a appelé un néo-régionalisme, basé sur l'entrée dans les institutions, sur l'expertise, qui va prendre notamment la forme de Produits en Bretagne, créé en 1993, qui est un réseau économique de valorisation des produits bretons, qui va permettre l'émergence de ce régionalisme banal dans l'espace public, avec le breton sur les panneaux routiers, avec les drapeaux bretons qui vont être finalement banalisés, qui certes resteront un drapeau de lutte, mais qui sera présent aussi dans tous les événements culturels, d'ailleurs y compris hors de Bretagne, et surtout à partir des années 80-90 va progressivement être intégré dans l'espace légitime, sur le fronton des mairies, des espaces publics, etc. Maintenant, vous voyez le drapeau breton partout, au sens où il est complètement dépolitisé, ou en tout cas banalisé, ce qui permet, ce qui renforce sa visibilité. Et finalement, en 2004, la Bretagne passe à gauche, alors que jusqu'à présent, ça a été une région de droite, sur un paradigme très régionaliste, justement, où Jean-Yves Le Drian avait fait une campagne vraiment sur un paradigme très régionaliste, et va mettre en place des politiques, notamment souvent anodins, mais qui va ancrer dans la normalité une spécificité culturelle bretonne. Donc je vais passer maintenant au deuxième temps, en 10 minutes qui me reste, pour interroger les ressorts du régionalisme breton et essayer de comprendre un peu ce qui fait, qu'est-ce qui motive le régionalisme en Bretagne, quels sont les éléments qui structurent ce régionalisme. Tout d'abord, le régionalisme breton, contrairement à ce qu'on peut trouver dans d'autres régions, n'est pas du tout ethnique, c'est un régionalisme très territorial, qui s'explique un peu par l'histoire de la Bretagne, qui est quand même assez spécifique. Certes, la Bretagne n'est pas une île, mais c'est quand même une péninsule. C'est une péninsule qui est assez visible. Globalement, tout le monde arrive à identifier la Bretagne, même en logotype, parce qu'elle a une forme très identifiable, et d'autant plus identifiable que la Bretagne est restée stable depuis le 19e siècle, depuis le 10e siècle, pendant 10 siècles finalement, jusqu'en 1789-1790, il y a eu une Bretagne aux frontières qui n'ont pas bougé, ce qui est assez exceptionnel dans l'histoire de l'Europe, et qui a créé finalement une sorte de densité territoriale qui fait que le territoire est au cœur finalement du régionalisme breton, ce qui explique pourquoi il y a ce qu'on appelle la question de la réunification. Donc, quand les régions ont été recréées, avec le premier découpage en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a été repris, en tout cas pour la Bretagne, par tous les autres découpages régionaux par la suite. Le département de Loire-Atlantique, qui faisait historiquement partie de Loire-Inférieure à l'époque, qui faisait historiquement partie de la Bretagne, a été rattaché à une autre région d'Angers à l'époque, qui allait devenir les Pays de la Loire. Et donc cet élément de réunification de la Bretagne, qui vise finalement à recréer une Bretagne à 5 départements intégrant la Loire-Atlantique, est devenu un des combats de longue durée en Bretagne, qui certes est porté par les régionalistes bretons au sens strict, mais qui dépasse très largement cette mouvance-là. Par exemple, en 1976, est créé un comité pour l'unité administrative de la Bretagne, dont les deux premiers présidents n'étaient pas des seconds couteaux. Patrick Maréchal va être président de la région du département de Loire-Atlantique, PS par la suite.
Ronan Dantec est actuellement sénateur écologiste. Cette revendication, finalement, va rester de manière stable, sans beaucoup de succès, mais non plus sans recul. C'est-à-dire que sondage après sondage, finalement, il y a à peu près 60% des habitants de la Loire-Atlantique qui revendiquent un rattachement à la Bretagne. Et donc, ce mouvement associatif perdure aussi, même s'il est aujourd'hui polarisé entre plusieurs associations. Bretagne Réunie, plutôt conservateur, du mouvement breton traditionnel, et à la bretonne, plus ancrée à gauche, avec essentiellement des jeunes, et notamment Florian Leteuf, qui est adjoint au maire à la ville de Nantes. Donc avec des initiatives nouvelles comme les Jeux de Bretagne. Ce régionalisme territorial s'inscrit aussi dans ce que j'appelle le patriotisme économique, ce qui est par exemple le réseau Produits en Bretagne, avec le logo qui reprend justement cette visibilité de la Bretagne, et qui se trouve aujourd'hui sur énormément de produits en Bretagne, qui vise finalement à créer une sorte de réflexe d'achat en Bretagne pour des produits produits en Bretagne. Mais patriotisme économique qui finalement dépasse ce milieu économique patronal sous la forme de l'écologie, par exemple, qui promeut, lui, la relocalisation de l'économie et du circuit court, pas forcément avec les éléments discursif du régionalisme, mais qui appelle aussi, finalement, de manière synergique, à acheter plutôt des produits locaux. Et donc, bon, j'en profite pour faire une petite anecdote, justement, sur aussi une des thématiques au cœur, aujourd'hui, du régionalisme breton, qui est celle du statut de résident. Donc, c'est une mesure qui a émergé assez récemment dans le régionalisme, autour de la crise du logement, où il est de plus en plus difficile actuellement d'acheter des logements en Bretagne, et où, au sein de l'Union démocratique bretonne, a émergé cette revendication d'un statut de résident, où Neil Kawissan, donc conseiller régional et principal porteur de cette revendication, dit que c'est une mesure radicale dans le sens où elle règle le problème à la racine. Elle supprimerait les résidences secondaires. Donc l'idée du statut de résidence, c'est de dire que pour acheter un bien en Bretagne, il faut y avoir résidé au moins 1 an. Donc pour que finalement des personnes extérieures à la région n'achètent pas des biens en Bretagne. Donc voilà. Mais tout ça fait que, voilà, que le territoire est structurel dans ce régionalisme breton. Autre élément structurel, c'est la culture. Où là, vraiment, il y a deux questions très différentes. Il y a d'une part la langue, qui là, pour le coup, c'est un des éléments conflictuels entre la Bretagne et les décisions prises à Paris, où a émergé depuis les années 70 un enseignement bilingue dans 3 réseaux différents, donc D1 qui est immersif, c'est-à-dire que tout l'enseignement se fait en breton, Diouye est public bilingue et Diwaskel privé bilingue, qui regroupe aujourd'hui 20 000 élèves, essentiellement à l'ouest de la Bretagne, puisque historiquement la Bretagne est divisée en 2 cultures différentes. À l'ouest, une Bretagne bretonnante, donc le breton est une langue celtique, et à l'est, une Bretagne galaisante, donc le gallo est un dialecte d'Oil, comme le français. Donc le breton, traditionnellement, ne se parle pas en Haute-Bretagne. Donc Basse-Bretagne, c'est l'ouest de la Bretagne, Haute-Bretagne, c'est l'est de la Bretagne. Donc revendication linguistique qui s'est inscrite dans des structures publiques, comme l'Office public de la langue bretonne, qui est un EPCC, ou l'Institut du Gallo pour la langue galaise, et où, de manière relativement consensuelle, il y a une revendication en Bretagne quand même pour une normalisation de la place des langues, et tout particulièrement de la langue bretonne, dans l'enseignement, dans le public et dans l'espace public. Un des porteurs de cette question est Paul Molac, député régionaliste actuel, hein, qui en est à son 3e mandat avec 3 étiquettes différentes, mais globalement il reste fidèle à ses convictions, qui est l'ancien président aussi de Diouye, donc du réseau bilingue, des écoles bilingues publiques, et qui avait créé sa loi justement pour inscrire la place des langues régionales dans l'espace public en France,
où donc cette loi avait été votée assez majoritairement, avec 247 députés pour, 76 contre. Mais in fine, au dernier moment, deux des articles les plus emblématiques ont été censurés, ceux qui justement visaient à inscrire, à légaliser l'enseignement immersif en langue régionale, et l'autre qui visait à autoriser des signes diacritiques. Donc paradoxalement, ce n'est pas sur ces deux articles que le Conseil constitutionnel avait été sollicité par Aurore Berger notamment et Jean-Michel Blanquer. Donc cette censure a été finalement très mal vécue en Bretagne, avec notamment une manifestation à Guingamp, où émerge une certaine incompréhension de l'attitude française vis-à-vis des langues régionales, et le sentiment qu'il y a une utilisation abusive de l'article 2 de la Constitution qui stipule que le français est la langue de la République, parce qu'en Bretagne, il y a le sentiment qu'il n'y a pas d'opposition entre les langues et que les deux langues ou les trois langues peuvent coexister pacifiquement. Donc là, il y a un conflit finalement qui perdure et une certaine incompréhension de la position de l'État vis-à-vis de la place de la langue bretonne, qui n'est pas vue comme clivante en Bretagne. Mais la culture, c'est aussi la musique, la danse, le fez-noz, qui, là, pour le coup, il n'y a pas de conflit. Hein. Là, c'est un régionalisme culturel autorisé et même légitimé, qui est même souvent vu de manière sympathique par l'opinion française. Par exemple, le fez-noz, donc qui sont des fêtes de danse et de musique dites traditionnelles, même si elles peuvent prendre des formes très très modernes aujourd'hui. Hein. Il y a une réinvention permanente de ce qu'est le fez-noz, mais avec des danses inscrites dans une histoire en Bretagne, a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, donc avec le soutien de l'État français bien entendu, en décembre 2012. Et c'est une pratique culturelle très, très dynamique, avec des fez-noz qui peuvent aller jusqu'à 8000 personnes, par exemple, en novembre dernier, mais qui alimente, mine de rien, un sentiment d'exceptionnalité culturelle bretonne, avec une culture dynamique et spécifique. Enfin, dernier élément de ce régionalisme breton, peut-être le moins visible et le moins connu, c'est les institutions et la revendication d'un pouvoir régional. Donc, historiquement, il y a une aspiration décentralisatrice qui est ancrée en Bretagne, où nombre des politiques bretons ont été, dans leurs partis respectifs, des fers de lance d'un renforcement de la décentralisation depuis tout le temps. Donc cette revendication dépasse largement le milieu régionaliste proprement dit, avec une revendication d'une démocratie territoriale forte et de ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire l'idée que les décisions doivent être prises au niveau le plus bas et le plus adapté en fonction des besoins et des capacités des collectivités. Cette revendication décentralisatrice a pris un nouveau tournant quand même depuis une dizaine d'années, au sens où elle a commencé à émerger de manière assez visible la revendication, puisque je vous ai dit au tout début d'introduction que la Bretagne est une région de droit commun où il n'y a aucune spécificité institutionnelle en Bretagne, a commencé à émerger donc depuis une dizaine d'années au plus haut niveau finalement de la classe politique bretonne, une demande à ce que ça change, à ce que la Bretagne puisse prendre son propre chemin de décentralisation. Notamment en 2014, Jean-Jacques Urvoas, qui a été ministre de la Justice par la suite, avait publié un manifeste pour l'Assemblée de Bretagne, idée reprise par Pierre-Yves Massiot, qui était président de région à l'époque, qui dans sa lettre à la Bretagne aussi en juin 2014 revendiquait la mise en place d'une Assemblée de Bretagne. Donc quelle serait l'Assemblée de Bretagne? Un peu sur le modèle corse ou alsacien, l'idée d'une fusion des 4 départements de la région administrative et du conseil régional pour former une seule institution qui pour le coup cumulerait les compétences des 2 niveaux départementaux et régionaux, donc avec des modalités diverses en fonction des intervenants qui pourraient... je vais plus vite, mais je pourrais revenir là-dessus. Et qui... j'ai presque fini. Et qui donc a pris aussi un nouveau tournant le 8 avril 2022 à l'initiative du groupe Braise Aglaise, donc
dans l'opposition, le Conseil régional a adopté à la quasi-unanimité, il n'y a que le Rassemblement national qui a voté contre, un vœu pour une Bretagne autonome dans une république des territoires aux fondations démocratiques fortifiées. Et le vœu demande notamment de confier à la région une part de pouvoir législatif et réglementaire. Donc c'est la première fois où le Conseil régional revendique explicitement un pouvoir législatif et réglementaire qui est spécifique de l'autonomie. Donc il n'y a que la Nouvelle-Calédonie en réalité, voire la Polynésie française, qui a ce dispositif en France, puisque même la Corse n'a pas vraiment de pouvoir législatif. Bon. Oui. Et finalement, cette question a été prise très au sérieux, parce que bon, elle a été votée y compris par le Parti socialiste, par la République en marche, etc. Et a été mise en place un groupe de travail sur l'évolution institutionnelle de la Bretagne, qui a d'ailleurs sollicité Romain Pasquet et Sciences Po Rennes pour travailler avec eux sur cette question. Donc là, voilà, on voit qu'émerge progressivement des revendications nouvelles en Bretagne. Donc pour conclure, la Bretagne se caractérise par un régionalisme civique qui tourne autour de 3 éléments, le territoire, la culture, la démocratie. Il y a certes un régionalisme partisan faible, donc je vous ai expliqué pourquoi, parce que l'identité n'est pas polarisée, mais un régionalisme politique diffusé, peu visible de ce fait de l'extérieur, mais inscrit dans les principales forces politiques, à l'exception du Rassemblement national. Le rapport à l'État est pacifique, il n'y a pas vraiment de violence politique en Bretagne, et légitimiste, mais marqué par une certaine incompréhension et déception sur certains éléments, la langue notamment, et puis les institutions, ce qui explique que depuis des décennies se conjuguent en Bretagne des aspirations décentralisatrices et pro-européennes, donc ce qui implique dans l'esprit breton un affaiblissement du niveau étatique. Et finalement, un régionalisme institutionnel de plus en plus insistant depuis 2 ans, qui s'inscrit notamment dans la revendication d'une Assemblée de Bretagne et un vœu d'autonomie. Voilà. Désolé d'avoir un peu débordé, mais merci pour votre attention. Oui. Alors, en attendant que ça se fasse, je vais faire une introduction sans images. Eh bien, la Corse et la Bretagne ont de nombreuses proximités. Et en même temps, elles sont très éloignées dans l'histoire institutionnelle et politique de cette revendication c'est très difficile. En Corse, on n'utilise plus du tout le terme régionaliste, qui a été utilisé à la fin des années 60 et au début des années 70 de manière tout à fait régulière, notamment autour des cercles du PSU, de la CFDT, etc., mais qui aujourd'hui est récusé, et on parle même rarement d'autonomisme, mais plutôt de nationalisme, y compris de nationalisme modéré. Donc cette évolution sémantique est quelque chose d'important, je crois, qui fait qu'il y a une grande différence entre la Bretagne et la Corse. J'ai enseigné à Guingamp 3 jours à l'INSEAC au tout début janvier, et j'ai dit, c'est une boutade, mais je pense que on peut peut-être la vérifier, on discutera avec Toudi. J'ai dit, Jean-Yves Le Drian a réussi ce que Gilles Siméon n'arrive pas à obtenir à travers des transformations institutionnelles. C'est-à-dire que la Bretagne a à bas bruit, assez silencieusement, relocalisé des entreprises, assurer le développement, alors avec probablement des éléments positifs et des éléments négatifs, mais la Corse n'a pas encore réussi de passer ce pas. Alors, c'est UP14. Alors, pour finir l'introduction, la Corse a une histoire particulière. Vous savez qu'elle a été diversement colonisée autour de l'histoire. Elle a connu un moment très particulier, parce qu'il est antérieur de quelques décennies à la Révolution française, c'est que la Corse a été une république pendant une période brève, alors avec des incertitudes sur la définition, mais elle a été à la fois indépendante et républicaine de 1755 à 1768. Et une de nos grandes revendications quand nous étions étudiants, c'était que cette partie de l'histoire de la France
soit réintroduite dans les manuels d'histoire, parce que je ne sais pas quel est votre degré d'information sur cette période qui a été un moment intense sous la direction du général Pasquale Paoli, qui était un homme des Lumières et qui a imposé des réformes extrêmement rugueuses sur les Corses, notamment il a fait condamner un de ses cousins à mort qui avait frappé sa femme. C'était une révolution très modernisante qui a été éphémère et qui a été évidemment déniée au cours de l'histoire, puisque le grand homme de la Corse, pour nous les Corses, je veux dire, c'est Paoli, et le grand homme de la Corse pour la France, c'est Napoléon. Voilà. Et donc, ma mère, qui a 95 ans, me dit toujours « Pourquoi tu parles de Paoli, qui était l'homme des Anglais, alors que tu n'aimes pas Napoléon ?» Et je dis « Mais effectivement, notre homme, c'est Paoli. » Donc, République, et ensuite, effectivement, la domination, ou le rattachement à la France, qui a posé un problème d'entrée, puisque... Alors, je ne crois pas à l'insularité. D'abord parce que la Corse est tout près de la Toscane. Quand vous dites Fabiani, c'est Corse, oui, mais ma mère s'appelle Biagini, et donc mes ancêtres sont des ouvriers toscans qui sont venus construire le chemin de fer. Et donc là, je commence une grande enquête sur le chantier du chemin de fer corse dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui me semble quelque chose de très intéressant. L'immigration toscane, depuis le début du XVIIe siècle, concerne chaque année des milliers d'une immigration de travail. Même chose au sud, puisque la Corse est divisée, disons, entre la terra di Ucumune dans le nord et la terra di Signori dans le sud. Et moi, je suis dans la terre du commun, ce qui est aussi un clivage politique et culturel important. Parce que la Corse n'a jamais été vraiment unie. Il y a un livre très beau sur la Corse qui s'appelle En Corse, et où l'anthropologue Gérard Lanclus parle d'îles mosaïques. Et vous voyez, vous avez une diversité culturelle et linguistique en Corse qui a perduré jusqu'à l'institutionnalisation d'une langue corse dont je vais parler. Alors, comme pour la Bretagne, les mouvements, disons, de revendication autonomistes se sont développés autour de questions identitaires et culturelles, et notamment linguistiques. Et comme en Bretagne, le principal mouvement de l'entre-deux-guerres, qui s'appelait Amouvra, qui est le mouflon, a été un mouvement très largement irrédentiste. Et comment s'est développé le savoir sur la Corse? Alors, on n'avait pas, les Corses n'avaient pas à attendre beaucoup de l'État français, puisque l'opération de l'État français, bien entendu, c'était de niveler, d'annuler toutes ces spécificités, y compris avant la République. Hein. Et donc, la Corse a été d'emblée une région périphérique, une région où on parlait des langues ou des dialectes tout à fait différents, et où la francisation n'a pas été aussi automatique et efficace qu'on ne peut le croire. Même des familles, disons, de la bourgeoisie corse, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, tout à fait pro-françaises, continuaient de parler leur dialecte et de parler l'italien comme langue officielle et unifiante, puisque l'italien a été aussi créé, disons, relativement tardivement. Donc, cette dimension n'a pas échappé aux premières critiques du régionalisme. Cette histoire d'identité corse, c'est simplement la volonté du fascisme d'annexer la Corse. Hein. Mussolini disait « Je veux la cage, la Corse, sans les oiseaux », c'est-à-dire sans les Corses. Et donc, cette disons, annexion par l'extrême droite de la revendication corse a été un stigmate, et pendant très longtemps, y compris après la guerre, un obstacle, disons, au développement serein à la bretonne
d'une revendication. Cette revendication, je pense, enfin dans mon livre, je ne parle pas beaucoup d'un moment. Vous savez que la Corse, les politistes disent qu'elle fonctionne à contre-temps, donc au moment où la France vote Mitterrand, elle vote Giscard, etc. Mais la Corse a été, disons, caractérisée par un système politique clientéliste qui s'est, lui, établi sous sa forme, disons, que l'on connaît sous la Troisième République, et que le politiste Jean-Louis Briquet a remarquablement analysé sur un livre qui s'appelle La tradition en mouvement, et qui est un classique, disons, de cette période politique de la France, qui est liée, bien entendu, à la colonisation française hors de Corse, et qui fait des Corses ce que j'appelle les petites mains de la colonisation. Gardiens de prison, douaniers, au mieux instituteurs, etc., qui vont peupler, disons, l'administration coloniale, et qui vont, disons, construire cette ambivalence entre la domination de la Corse, qui reste aujourd'hui encore la région la plus pauvre de la France, et d'un autre côté, ce sentiment de supériorité, disons, et de promotion qu'a permis le système colonial, d'où l'importance des mouvements d'Algérie française en Corse, etc., jusqu'aux années 60. Le premier moment de la revendication moderne de la Corse, de l'identité et de l'autonomie de la Corse, même si elle est incoative, c'est 1960, c'est la protestation unanime qui inclut tous les élus et qui l'ensemble de la population contre le rapatriement des installations nucléaires de Reagan en Algérie dans une micro-région de Balane qui s'appelle l'Argenteuil. Et à ce moment-là, il y a une protestation et naît l'idée selon laquelle la Corse, au fond, eh ben, c'est la future Algérie, puisqu'on va rapatrier des installations nucléaires d'expérimentation, vous le savez, d'essais nucléaires qui sont extrêmement dangereuses et qui ont mis en danger la population voisine en Algérie, et cette mesure est annulée. Le deuxième moment, on dit toujours qu'il n'y a jamais eu mai 68 en Corse, mais l'anthropologue Petru Bertoncini dit lui-même que, en fait, le 68 Corse, c'est 73, est-ce que vous connaissez la mobilisation contre les boues rouges? C'était des effluents de la montée d'Issonne sur la côte toscane qui allaient directement vers le Cap Corse et étaient fortement toxiques. Et là, on a une mobilisation également qui concerne toutes les catégories de la société corse, y compris l'évêché. La religion joue un rôle très paradoxal dans l'histoire de la Corse. L'Église corse est beaucoup plus faible que l'Église bretonne, mais il faut noter que les nationalistes ont beaucoup utilisé le répertoire religieux, y compris aujourd'hui. L'hymne corse, c'est un chant napolitain du XVIIIe qui s'appelle Diovi Salve Regina, qui n'a rien de corse, hein, mais qui est surtout un hymne religieux, ce qui pour un républicain comme moi pose un problème. J'insiste pas. Donc, à partir des années 60, l'arrivée massive des pieds noirs en Corse qui sont aidés pour créer une agriculture de type capitalistique. Donc, je viens du monde agricole, et donc on avait une propriété de 3 hectares avec la vigne sur le coteau et le verger d'agrumes au long du fleuve Tavignane. C'était ça l'agriculture corse. En déprise très tôt, la Corse a été la région la plus précoce pour la désindustrialisation, puisqu'elle commence, comme dans certaines régions du midi de la France, au cours du XIXe siècle. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, et toutes les industries liées au liège, à l'exploitation des mines, du bois, etc., commencent à décliner déjà, et la Corse devient une sorte de désert ou de mouroir, que les touristes aiment beaucoup d'ailleurs, puisque c'est un peu la beauté du mort, vous savez, dans ce fameux article de Certeau, Julia et Revel. Alors, là, se développent 2 mouvements, dont l'un a disparu. C'est le mouvement auquel moi j'étais comme adolescent et jeune associé. C'était
un mouvement de gauche autogestionnaire, CFDT, PSU, vous voyez, et c'était le Front régionaliste corse. Donc régionaliste, il s'est mentionné. Un livre qui s'appelle Main basse sur une île fait état des questions d'exploitation, d'inégalité de développement, etc., etc. Et puis il y a un mouvement qui est beaucoup plus lié à des professions libérales, à des commerçants. C'est celui des frères Siméon, Edmond et Max, Roland étant le troisième, et qui va, au cours de l'affaire d'Aléria, disons, cristalliser une opposition revendicatrice et violente, puisque le FLNC, créé sur le modèle, alors c'est une analogie comment dire, qui n'est pas valable sur le fond, le FLNC se crée sur le modèle du FLN algérien en 1975 après Aléria, et donc un mouvement violent apparaît qui va, au fil du temps, se cliver, et alors en deux grandes tendances, aujourd'hui Corsica Libre et Corse Libre, donc qui est explicitement indépendantiste, celui que dirige Jean-Guy Talamoni, et le mouvement FEM ou à Corsica, qui est le mouvement dit nationaliste modéré, celui qu'incarne le fils de Gilles Simeoni, puisqu'en Corse, l'hérédité politique qui structurait le clanisme, puisque moi, dans mon village, voilà, les Jacob ont régné depuis les débuts de la Troisième République, jusqu'à il y a très peu d'années, et Paul Jacob y a été le cinquième, disons, Jacob, y a avoir un rôle politique en Corse. C'est terminé. Ces formes traditionnelles sont terminées. Et aujourd'hui, l'hérédité politique demeure avec Gilles Simeoni et d'autres cas qui me semblent très intéressants. En tout cas, le personnel politique a été complètement renouvelé par les nationalistes. Et aujourd'hui, les nationalistes dominent et le débat a lieu plutôt entre les nationalistes qu'avec les partis politiques nationaux. Alors, il faut savoir aussi que le PS n'a jamais été une force en Corse, alors que, disons, la grande mutation de la Bretagne, ça a été l'arrivée au pouvoir du PS, de nouvelles couches sociales, dans un contexte catholique, conservateur, etc. En Corse, il n'y a rien eu de tout ça, et disons, ce sont les nationalistes qui se sont engouffrés dans ce vide politique de la gauche démocratique, le Parti communiste ayant, au contraire, une force relative, mais qui, indépendamment d'alliance, c'était la conséquence de la résistance, pour une part, n'a pas eu le rôle qu'il a pu avoir en Sardaigne, par exemple. Voilà. Alors, ces mouvements sont aujourd'hui au pouvoir. Vous savez que dans les années 70, il n'y avait pas de région corse. C'était la PACAC. La Corse était une sorte de cédille à la Provence-Côte d'Azur. Et donc les administrations, vous voyez, pour le rectorat, vous deviez allier à Nice ou à Marseille, etc. Et aujourd'hui, la Corse n'est plus une région, puisqu'elle est une collectivité à statut particulier. Il y a eu 3 statuts particuliers, qui sont des statuts particuliers qui sont en partie inspirés de statuts qui concernent d'autres régions européennes, et en particulier les îles. La Sardaigne a un pouvoir législatif, comme la Sicile, et beaucoup d'îles européennes ont un degré d'autonomie beaucoup plus important que la Corse. Cela étant dit, et j'en viens à mon propos principal, la situation, disons, politico-économique actuelle, qui est liée aussi à, alors, mafiosisation n'est pas un terme précis, mais disons, à l'importance de la grande délinquance et de l'économie clandestine en Corse, a fait que, même si les avancées permises par les statuts sont très limitées par rapport à d'autres régions européennes, pour ne pas parler des républiques fédérales. L'Autriche en est un exemple, c'est une république fédérale pour un tout petit pays, et aussi pour des nations qui ont à peu près la taille de la Corse, je pense à l'Islande, sont tout à fait monnaie courante. Donc l'idée, disons, théorique d'une indépendance de la Corse n'a rien d'absurde. Pensez à Malte, mais elle a, dans le contexte français, beaucoup de difficultés à être admise, surtout du fait de la dépendance économique de la Corse, qui a été accentuée
par ce qu'on a appelé le tout-tourisme. Le dernier chapitre de mon livre s'appelle « Le tourisme comme destin », avec un point d'interrogation. Et effectivement, alors, sur le foncier, sur l'acquisition de logements, on a les mêmes problèmes en accentué, parce que le prix du mètre carré sur le littoral est celui du littoral méditerranéen. Donc il y a eu une transformation là, extraordinaire dans les 40 dernières années. Et donc aujourd'hui, Gilles Simeone et son équipe ne se sont pas saisis de tous les pouvoirs qu'ils avaient, et la situation n'est pas différente. Ils ont pris le pouvoir avec les plus radicaux, Corsica Libera, en 2015. Ils ont gardé ce pouvoir. Aujourd'hui, les éléments purement nationalistes sont en dehors de la gouvernance. Donc vous savez que le statut particulier, il y a une présidence de l'Assemblée, mais le vrai pouvoir, c'est le président de l'exécutif. Donc il y a un exécutif, une gouvernance particulière, le préfet a moins de pouvoir, il y a eu une dévolution partielle des services, dont les services culturels à la collectivité, mais cela ne suffit pas, disons, à impulser une dynamique endogène de transformation. C'est pour ça que je dis que la Corse, c'est une demi-boutade, est en retard sur la Bretagne. C'est ce paradoxe, disons, qui me paraît intéressant. Alors, je vais maintenant... J'ai un quart d'heure, c'est ça? Disons 12 minutes. Voilà, alors, je pense que la clé, effectivement... parce que pourquoi les nationalistes, qui étaient très peu nombreux et très décriés dans les années 70, sont aujourd'hui tout naturellement au pouvoir. Au pouvoir dans des conditions difficiles, puisque, comme vous le savez, il y a des luttes de factions. Le grand banditisme oriente un certain nombre d'actions politiques, notamment il y a eu, depuis les années 90, disons, des conjonctions liées à la collecte de l'impôt révolutionnaire, liées à des tas de choses complexes qui font qu'aujourd'hui, il y a une frange nationaliste qui est délinquante. Hein. Il y a de nombreux détenus corses, et je pense en particulier à d'anciens membres de ce qu'on appelait le canal habituel, qui sont aujourd'hui en prison pour des faits de grande délinquance. Donc cette dimension doit être aussi prise en compte, et qui fait qu'aujourd'hui, Gilles Simeone a son propre service de protection, parce que pour un nationaliste, être protégé par la police française, c'est pas très clean. Et donc, il a son service de protection, qui est dirigé d'ailleurs par un de ses cousins. Donc, on retrouve ici des formes, disons, de politique familiale tout à fait intéressantes. Mais qu'est-ce qui a rendu le nationalisme légitime? Alors, ce sont des transformations. Le nationalisme, il est très populaire chez les jeunes. Il est très populaire sur les néo-arrivants, qui ne sont pas corses. Hein. C'est ce que j'appelle le syndrome de Pétillon, si vous voulez, l'hyperintégration des arrivants qui votent nationaliste. Le vote nationaliste est un vote, je renvoie à Jérôme Fourquet, éduqué, urbain, etc. Mais ma mère est une anti-nationaliste. Elle vit dans son village, elle est paysanne, et elle ne comprend pas le nationalisme. Voilà. Et donc les vieux et les ruraux ne sont pas nationalistes. Ce qui a rendu légitime le nationalisme, c'est une réappropriation culturelle. Ici, je suis très proche de Tutti, qui a été un mouvement, disons, culturalo-politique, qui a créé une sorte d'hégémonie à la Gramsci. Et donc, cette chose me paraît tout à fait importante. Alors, où est-ce que je ne vois plus rien? Ah, c'est là. Ah oui. Donc la culture a été, dès les années 70, un enjeu de lutte. Vous voyez ici, j'ai observé, j'ai écrit plusieurs articles, notamment dans AOC et ailleurs, ou des entretiens sur ce qui s'est passé en mars dernier et qui a été une révolte. Alors là, pour le coup, une révolte des jeunes, y compris des jeunes de collège que j'ai observés un peu par hasard, puisque j'étais en Corse à ce moment-là, et qui a
disons, était consécutive à l'assassinat par un autre détenu d'Ivan Colonna. Et là, j'ai fait des entretiens avec ces jeunes collégiens et lycéens qui ne connaissaient même pas les circonstances, disons, de l'arrestation d'Ivan Colonna, le meurtre du préfet Erignac, etc., mais qui, disons, de manière très massive, se sont reconnus dans de cet assassinat comme étant l'expression, vous voyez, c'est statu francese ou assassine ou État français assassin, qui a été le seul mot d'ordre de ces révoltes, des révoltes qu'on pourrait appeler proto-politiques, parce que je ne pense pas que l'objectif politique des jeunes était très clair, hein, mais bon, c'est ce que Gérard Mauger a analysé pour les révoltes urbaines de 2005 en France. C'était quelque chose, j'ai trouvé de nombreuses proximités. Donc la culture devient un enjeu de lutte, puisqu'elle a été très longtemps délaissée et annihilée par l'État français, comme en Bretagne, avec peut-être beaucoup plus de force, puisque, disons, c'était une source de perturbation. Donc, lutte pour la réappropriation culturelle, qu'on a appelée en Corse riacquisto, réappropriation, réacquisition, et qui ont, disons, mené, oui c'est là, c'est comme ça, ah oui c'est comme ça, oui, voilà, qui ont mené à, disons, des compromis. Moi j'étais drac en Corse en 88, et je n'ai pas, j'ai dû demander aux maires de lever leur arrêté d'interdiction de groupes polyphoniques dans l'île, puisqu'ils ne voulaient pas, puisque pour eux, c'était le symbole même du nationalisme naissant et du danger qui pouvait les menacer pour leur avenir politique. Alors qu'eux-mêmes étaient corsophones et me répondaient en corse pour me reprocher cela. Donc, pendant la période 88-91, où j'étais associé, disons, j'ai fait le gouvernement Rocard, en gros, donc c'est un indicateur de l'intérêt de ce gouvernement pour la Corse, sous l'impulsion de Pierre Jox, qui, bien que jacobin jusqu'au bout des ongles, s'est vraiment intéressé à cette question. Et donc, le statut particulier de 91 a transféré une bonne part des compétences culturelles et les ressources budgétaires qui correspondaient à la collectivité territoriale. Et donc, c'est la Corse qui a pris en main, disons, son destin culturel à ce moment-là, et qui a, alors les exemples sont nombreux, à corsiser les panneaux indicateurs, à développer, et là il y a un enseignement obligatoire de langue corse, j'y viens si j'ai le temps, et a eu des initiatives qui ont fait que, en gros, la culture corse est devenue la culture légitime en très peu d'années. Alors, pour parler de la culture corse, il faut bien entendu parler de celui qui a inventé en France la culture corse, qui est Prosper Mérimée. Dans son rapport, il était inspecteur des monuments historiques et il a, dans ses notes d'un voyage en Corse, qui est son rapport en fait, il a contesté l'idée, disons, que la culture, à travers les monuments, enfin, il a classé les premiers monuments, mais que la véritable culture de la Corse, c'était la nature de l'homme corse. Okay, et donc, ce stéréotype a été très puissant. Vous avez tous lu Colomba, donc la vengeance, etc., l'honneur, etc., et ont été intériorisés par les Corses au bout du compte. Et donc, ils ont dû à se dépêtrer et se défaire, disons, de cette grille de lecture de la Corse qui est encore présente. La Corse n'a rien d'exceptionnel dans la région italique. Je veux dire, nos dialectes italiques, ben, vous les trouvez, moi j'ai visité toutes les régions italiennes, vous trouvez des formes, vous voyez, on dit... Alors, le corse est peut-être le plus proche des dialectes italiques du bas latin. Vous voyez, pour dire personne en italien, vous direz nessuno. Nous, on dit nimu. Nimu, c'est nemo, le latin. Vous voyez, les Corses, ils disent pas si pour dire oui, ils disent ié. Alors, du coup,
des pseudos, parce qu'il y a eu beaucoup d'autodidaxie chez les spécialistes de la Corse au départ, hein, parce que c'est pas universitaire, etc. Donc ils ont dit IE, qu'est-ce que c'est? C'est presque yeah. Et donc on a dit ça vient pas de l'Italie, etc. Ça vient probablement de l'Angleterre, et on a dit, au fond le Corse c'est le basque de la Méditerranée. Et du coup, pour faire savant, ceux qui ont créé, disons, la langue corse moderne, l'ont compliqué à l'excès, à la différence de l'hébreu moderne, qui était une tentative pour que les gens l'apprennent rapidement. Et donc, ils l'ont compliqué à l'excès. Ié, c'est simplement le latin illud est. Voilà. Et donc, cette nouvelle science, disons, linguistique et culturelle, a souvent un peu ses ridicules, puisque la Corse a été, disons, complètement, si vous lisez Ginsburg et Castelnuovo, Carlo Ginzburg, vous voyez très bien que l'art religieux en Corse, il est fait par des Italiens. Même à l'époque médiévale, il n'est pas difficile, surtout à la belle saison, d'aller de Toscane, il y a 60 km au minimum, et quand vous volez de Marseille à Rome, vous voyez bien que ça fait comme des pas de géants, les îles de l'archipel toscan, Giglio, Capraia, Elba, etc., font comme un truc où vous pourriez sauter, disons, si vous étiez géant, jusqu'à la côte toscane. Donc les échanges étaient permanents, etc. Vous lisez Brodel, vous trouvez ça. Donc les Corses, c'est une limite, je crois, dans cette obsession identitaire de l'inversion des stigmates, ont inventé une Corse de fiction au plus loin de l'Italie. Et je veux dire, alors je ne suis pas du tout irrédentiste, et peut-être que le rattachement à l'Italie aujourd'hui aurait des désavantages, je n'en sais rien, mais en tout cas, cette inversion des stigmates a produit ce que j'appellerais une contre-fiction. Mais en tout cas, l'artiste corse a émergé au cours de ces époques. Ici, je le considère aussi comme un excellent artiste français, Jean-Paul Marcheschi. Les artistes sont devenus des militants, tout est en réinventant complètement, et je finis très rapidement, la tradition. Vous voyez ici 3 femmes, hein, c'est les Dawn et Isoulane, et je pense, moi quand j'étais petit, alors la polyphonie, il n'y en avait pas partout, c'était dans certains villages. Mon grand-père louait un taxi au mois d'août pour aller à Sermane, dans le Baud, si vous voyez, à 25 km de chez moi, pour entendre des polyphonies. J'entendais par contre beaucoup plus souvent ce qu'on appelle les tiam et les spondes, qui sont des improvisations réglées que vous trouvez dans de très très nombreuses régions du monde, en particulier les Bertsulari basques. Ce sont des bergers qui s'interpellent, disons, alors ils ont des formes fixes, qui peuvent être des morceaux de la Divine Comédie de Dante ou des morceaux de la Jérusalem délivrée du Tasse, mais là-dessus ils improvisent, ils s'interpellent de manière humoristique, etc. Et donc ça, ce sont des choses qui étaient traditionnelles et qui, j'en vois plus guère, moi, des tiam et l'isponde. Et par contre, ces femmes qui chantent des polyphonies, ça a été une innovation féministe. Et donc mon grand acte de bravoure quand j'étais drague, c'était d'avoir interprété au Festival de Lille, sous la présidence de Pierre Mauroy, le sonnet à Hélène de Yannis Xenakis par des voix féminines polyphoniques corses. Donc, invention de la tradition, nouveauté, mais grande force, disons, de cette imprégnation. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, je sais, c'est... Merde. Voilà. La question de la langue, et je vais finir là-dessus, parce que mon censeur va me le dire, la question de la langue, c'est vraiment une chose intéressante. Je pense que le déclin de la langue corse, alors là les Corses me flinguent toujours, le déclin de la langue corse a été le fait des Corses eux-mêmes. Mes grands-oncles, bien qu'ils aient fait 2 guerres mondiales pour la France, n'étaient pas francophones. Ils n'avaient pas fait d'études. Bon, mon grand-père avait un fort accent, mais il parlait très bien parce qu'il avait émigré comme ouvrier après la Première Guerre mondiale. Et, je veux dire, la génération des femmes bourgeoises de ma mère, elle a été au collège de Bastia, sont celles qui, les premières,
ont trouvé que le corse faisait peuple et qu'elles ont désappris le corse. Okay, et moi, dans les années... Alors, il y a aussi l'effet de la colonisation. Quand j'étais au cours préparatoire dans mon village, il y avait 60 élèves à peu près. Et on venait tous des colonies. Et on était là parce que c'était plus facile d'être au village qu'à la colonie, ça, mais on était quand même imprégné de cette francisation. Donc, la langue corse a dû être recréée, bien qu'elle fût parlée peut-être beaucoup plus que dans d'autres régions françaises, mais elle a été faite d'une manière autodidactique. Moi, j'avais proposé qu'elle soit liée à l'enseignement du latin et à l'enseignement de l'italien, qui était la langue de culture des jeunes, y compris jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. L'italien a complètement disparu, ou très largement disparu, de l'offre en Corse, dans les lycées. Donc, il n'y a pas de mouvement de type Diwan, il faut dire Diwan, hein, c'est ça, j'ai appris ça ce matin au moins, l'enseignement est complètement public. L'enseignement du corse est complètement public, mais comme... alors, qu'est-ce que je fais qui ne va pas? Alors, je suis sur l'autre, là. Pour aller en arrière ou en avant? En avant, en avant. Toujours en avant. Le problème de toutes ces langues, et je pense que Touty ne me démentira pas pour la Bretagne, ce sont que des langues sans état. Comme on dit fréquemment, un dialecte, c'est une langue qui n'a pas d'état, et une langue, c'est un dialecte confirmé par un état. Donc, aujourd'hui, on est confronté à cette difficulté de produire de véritables corsophones qui est, à mon avis, liée à la fois, disons, à la prégnance des industries culturelles françaises, et de télévision, mais aussi des réseaux sociaux, etc., et aussi à la difficulté que les Corses ont créée vis-à-vis de l'enseignement du corse, puisque on a voulu l'éloigner, si vous voulez, alors je ne peux pas en parler maintenant, l'éloigner totalement des autres formes de parler italien pour en faire quelque chose d'unique, voyez, et quelquefois d'inaccessible, et on a produit une sorte d'élitisme involontaire qui est aujourd'hui constaté. Alain Di Meglio est un des promoteurs, un des pédagogues de la langue corse, et dit pourquoi, avec de tels moyens, l'école ne produit pas de corsophones. Alors, pourquoi? Moi, j'ai une réponse claire, et je dois finir, je pense. Je vous donnerai l'entièreté du PowerPoint. Je conclurai quand même la prochaine image, parce qu'elle est un peu un gag pour moi. Je crois que, tout simplement, parce que la langue maternelle, c'est la langue que votre mère vous parle, pour faire plus simple. Et si votre mère vous parle français et que vous apprenez le corse à l'école, ben ce sera comme l'anglais ou l'espagnol, etc. J'ai une anecdote, et je finis. Un de mes grands amis qui est un politiste, hein, Andrea Fazzi, donc qui lui est un vrai corsiste, apprend le corse à ses filles. Et donc à l'école communale, à Corté, où ils vivent, les petites filles et les petits garçons qui sont avec ces deux petites filles croient que les deux petites filles qui parlent corse entre elles parlent anglais. Elle dit, tu parles anglais? Voilà. C'est une prise, et c'est ce que m'a raconté Fats, qui n'est pas anticorsiste, c'est une prise sur la réalité. Alors, je conclus. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus, il y en a en Bretagne beaucoup plus qu'en Corse, il faut que se développent des intellectuels corses. C'est une rareté. Alors certains disent qu'on n'en a jamais vu, mais traditionnellement... Ah, j'ai essayé d'être intellectuel, je n'ai pas pu, mais voilà. Merde. Voilà. Qui c'est ça? C'est Paul Valéry et Théodore Adorno. Ce sont nos deux gloires. Vous voyez? Adorno par sa mère. Enfin bon, c'est contesté. C'est contesté, mais moi j'ai des preuves. C'est de la comtesse Lippiani. Et Adorno, on peut le revendiquer comme corse. Mais, non, là je suis en avers. Je finis, ils vont me tuer, mais vous
savez, les gens de tradition orale, comme ça, j'ai un PowerPoint, mais... Voilà. Et donc, je finis avec cette très belle jeune femme. J'ai rendu compte de 2 de ses ouvrages dans le quotidien en ligne AOC, c'est Laure Limongi. Et elle est aujourd'hui, avec quelques autres, disons, le témoignage qu'on peut faire en Corse de la littérature de haute qualité. Il y a aussi Marco Biancarelli qui écrit en Corse, lui, Laure écrit en français. Et en tout cas, ce développement que l'université de Corti pourrait porter, je pense, c'est la reconnaissance, au fond, que l'on peut vivre et penser au pays, ou dans une forme de circulation entre le pays et ce qui l'entoure, et c'est ce que j'appelle de mes voeux pour le futur, en ayant beaucoup de craintes, bien sûr, sur la situation politique qui s'annonce. Voilà. 28 minutes. C'est 28 minutes Corse. Je vous laisse le micro. C'est le décalage horaire. Oui. D'abord, merci aux 2 intervenants pour cette participation. Et maintenant, on va passer au temps des questions. Je vous propose, messieurs, qu'on fasse peut-être une première phase de 2, 3, 4 questions et qu'après, voilà. Qui veut commencer? Alors, je crois pas que je vais mettre ça. Qui? Bonjour monsieur, je vous remercie pour votre exposé. Les deux. Exposé conjoint, je suis arrivé à la fin. J'étais en réunion, donc j'ai... D'accord. Oh, mais c'était très bien. Vers une autre réunion, malgré le froid qu'elle a. Bon, donc, je vous remercie, bien sûr. Oui, je suis un peu versé sur ces questions de régionalisme, Super. effectivement, et de langue. Pour le régionalisme, je suis très dubitatif. Je suis de Brest. Bon, d'abord, ça statut de langue régionale chez nous, pas de langue minoritaire comme d'autres langues, puisqu'il y a les 2 types de langues en France, la langue française, la langue, j'allais dire régionale, et la langue minoritaire, comme le berbère, par exemple, etc. Donc, le breton, bon, chez nous, est en baisse, bien sûr. Donc, il y a moins de locuteurs. Au niveau de l'enseignement supérieur, les thèses et les maîtrises ne sont pas si nombreuses que ça. On ne travaille pas trop sur ces questions de... Il y a un beau faux breton. Mais ce qu'on a dans la région, en fait, nous, c'est la signalétique. La signalétique, c'est que le terme français fait l'objet d'une traduction en langue celtique. Donc, à ce niveau-là, c'est assez bien préservé. Par contre, la baisse du nombre de locuteurs, il continue. Même si moi, je l'ai parlé, je ne parle plus. C'est simple, dans ma famille, mes parents sont décédés, un certain nombre sont décédés, et l'apprentissage du département de Celtique à Brest, je n'ai pas l'impression qu'il gagne beaucoup. Voilà. Oui. Donc, la question que vous posez, est-ce que vous pensez que le Corse, effectivement, est en déclin dans l'île, au niveau des locuteurs, et est-ce que vous pensez qu'il peut se marier avec la langue française? Voilà, langue nationale. Alors oui, je vois que c'est une question... Oh, pardon. Ah oui, salve, voilà, ça voulait dire ça, salve. Mais ça sera plus bref, mais j'ai eu un sentiment de découvrir quelque chose, parce que le régionalisme, on l'assimile pas forcément à un regard vers le passé, mais malgré tout, on a tendance à y voir quelque chose d'un peu, au moins conservateur, des traditions, etc. Et j'ai eu le sentiment que tous les deux, en tout cas pour la Corse, j'étais surpris d'entendre les vieux et les paysans, enfin, les ruraux, ils sont français, ils sont pas du tout nationalistes. Non, moins, ils le sont moins. Urbaines et nouvelles, et j'ai le sentiment qu'en Bretagne aussi, finalement, ce sont des forces urbaines et nouvelles, alors qu'on se fait une idée du régionalisme qui est au contraire tourné vers le passé. Ça m'a beaucoup frappé. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est la question? Juste, pour tu dis, là, tu n'as pas du tout évoqué les bonnets rouges.
C'était juste peut-être pour que nous en dire un mot. C'était quand même, au cas vu de France, entre guillemets, c'était quand même un moment très important de mobilisation d'identité bretonne, mais avec en plus évidemment des concessions importantes qui ont été décrochées du pouvoir central. Donc voilà. Et est-ce que éventuellement, qu'est-ce qu'il en est encore des mobilisations économiques? On a évoqué rapidement la question du foncier, de l'immobilier, etc., puis la question du statut de résident. Je crois qu'encore se pose aussi la question. Donc, en quoi les mobilisations strictement économiques sont plus ou moins prégnantes dans les deux territoires? Laissez reprendre votre micro à celui qui veut répondre. Enfin, vous devez tous les deux. Bon, je commence parce que j'ai une question bretonne. Je suis désolé, je parlais trop vite. En Corse, une salve peut être le fait d'un seul individu, vous savez. Tireur isolé, oui. Donc, j'ai pas compris. Bon, alors, la question est très intéressante, celle à la fois du nombre de locuteurs et... alors, il faudrait, je ne veux pas faire comment dire, qui est ici, mais qu'est-ce qu'un locuteur? Est-ce que moi, je parle aujourd'hui corse? Oui, avec ma mère un peu, mais disons, même à l'Université de Corse, on parle beaucoup français. Alors, je pense que ce que dit Alain Di Meglio sur ma diapositive, c'est que, disons, les dispositifs d'apprentissage de la langue ne produisent pas vraiment de locuteurs permanents, mais ils produisent quand même une familiarisation. Je le vois il y a des écoles qui sont... des écoles publiques, hein, qui sont, comme celle de mon village, qui sont en vrai bilingue, c'est-à-dire que l'enseignement de la géo, etc., est fait en Corse, et puis d'autres qui n'ont pas fait ce choix, etc., et ça produit quand même des différences. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup... moi, dans ma génération, enfin, moi, je suis d'une famille populaire, donc c'était très parlé. Si vous voulez, là, il y avait un grand clivage... de classe. Hein. Et dans ce cas-là, disons, il y avait ce système dual. Vous savez, il y a des sujets qu'on traite en français, bon, et des sujets qu'on traitera en Corse qui sont liés à l'espace domestique, aux relations familiales, au verger, au finage, etc. Donc, cette situation de dualité, la question, c'est de savoir si elle peut se maintenir ou pas, en dépit des efforts. Il y a un CAPES de Corse. Il va y avoir, je crois que l'agrégation a eu lieu, ou qu'elle va avoir lieu. Donc il y a une institutionnalisation de la langue, il y a des services pédagogiques, etc., qui font qu'on va maintenir quelque chose. Mais il me semble que, disons, la politique de la langue qui a été menée, c'est une politique que j'appellerais élitiste. C'est une politique qui ne prend pas en compte souvent les transformations de la langue qui sont inévitables et qui font que, vous le disiez à propos de Brest, je crois, le corse est concurrencé par une forme de ce qu'on appelle aujourd'hui le français régional. Vous voyez, on utilise un exemple, c'est « je me suis trompé », on dit « je me suis sbalié hein, », avec le sbal, vous voyez. Donc, ces choses comme ça sont de plus en plus... c'est moufoututi pour dire nous sommes foutus, vous voyez. C'est comme ça. Donc, il faut accepter aussi ces transformations qui sont liées, bien entendu, à une situation de domination, d'imprégnation par les médias, etc. Mais rien n'est joué. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire... On voit bien que les jeunes immigrés d'Afrique du Nord disent des phrases en corse. Alors, je ne sais pas si c'est locuteur, mais en tout cas, ils utilisent des mots corse, des phrases en corse, etc., dans les interlocutions quotidiennes. Mais je ne fais pas de pronostic parce que les sciences sociales ne sont pas bonnes pour les pronostics en général. Alors, surtout les économistes, hein, bon, mais les sociologues... donc, je me tais, mais il est clair que vous avez des systèmes aujourd'hui médiatiques qui font que... même si vous attribuez des... J'ai écrit publié en 88 un article qui s'appelle « La télé au pays » sur le bilinguisme de la télévision corse de l'époque.
qui était d'ailleurs très pourchassé par M. Pasqua, qui pensait que voilà, c'était une source de terrorisme. C'était dans Actes de la Recherche, la revue de Bourdieu. Donc je ne suis pas bourdieusien. Hein. Je dis que je suis bourdieusien et les bourdieusiens disent que je suis anti-bourdieusien. Voilà, je m'arrête là. Merci. Finalement, la situation de Bretagne est assez similaire à la situation de Corse sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'il y a un vrai recul progressif de la langue, au sens où les nouveaux locuteurs qui sont entre guillemets formés dans les écoles bilingues ou par immersion ne remplacent pas les personnes qui décèdent. Donc il y a tous les ans de moins en moins de locuteurs. Par exemple, il y a actuellement 20 000 élèves dans les écoles bilingues. Donc c'est pas suffisant. Il avait été calculé qu'il fallait au moins 30 000 nouveaux jeunes bretonnants pour remplacer ceux qui disparaissaient. Par contre, il y a une vraie passion pour la langue, parce que, là, contrairement à ce qu'a dit monsieur, en termes de mémoire de master, de thèse, etc., il y a une pléthore de thèses sur la langue bretonne, que ce soit sur... Il doit y avoir des thèses sur tous les dialectes et micro-dialectes existants en Bretagne, de sociolinguistique, etc. Rien que l'année dernière, je pense qu'il y a eu 6-7 thèses soutenues sur la langue bretonne, parce que tout à l'heure, je remarquais qu'il y avait très peu de gens qui, dans les sciences sociales, étudiaient la Bretagne. Il y a l'exception de Jeanne Toutous qui a soutenu une superbe thèse l'année dernière à Sciences Po Rennes, mais autrement, en sciences politiques, sociologie, etc., la Bretagne n'est pas un objet légitime, mais par contre, il y a beaucoup de doctorants qui travaillent sur des micro-sujets passionnants par ailleurs, mais là, il y a un vrai investissement. Par rapport à votre question, oui, je suis... c'est comme en Corse, en fait, les vieux bretonnants qui sont vraiment inscrits dans une culture traditionnelle, etc., qui ont peu voyagé, etc., sont pas du tout ouverts à ces questions-là. Hein. C'est pas du tout eux qui vont voter pour les partis régionalistes, ils vont voter assez traditionnellement, que ce soit pour les Républicains ou pour le Parti Socialiste, voire dans certains micro-coins pour le Parti Communiste. C'est pas du tout eux qui vont voter pour la langue, pour les régionalistes, tout en parlant un excellent breton, etc., en étant y compris à l'aise pour le parler, mais pour eux, ils comprennent même pas. Vous qui avez eu une éducation bilingue, quand est-ce que vous parlez breton? Comment? Vous qui avez eu une éducation bilingue, quand vous parlez breton? Moi, c'est ma langue familiale. C'est ma langue maternelle. Mes parents m'ont toujours parlé breton. J'ai parlé avec mes quatre grands-parents bretons. Donc, je ne suis pas vraiment représentatif de ma génération. Hein. Oui. Oui, je rebondis sur ce que vous dites. Laissez-les rebondir. Je ne sais pas quelle heure il est. Donc oui, le vote régionaliste, qui est par certains aspects assez similaire au vote écologiste, c'est plus un vote éduqué, plus urbain que rural, même si pour le coup, j'ai vu de la micro-sociologie du vote, les alliances entre les écologistes et les régionalistes, qui sont assez récurrentes depuis 30 ans, fonctionnent bien au sens où, parce que, mine de rien, dans la micro-sociologie du vote, ils ont des votes assez complémentaires. Les petites villes votent beaucoup plus régionalistes qu'écologistes, alors que dans les grandes villes comme Rennes, là les régionalistes sont quasi absents, etc. Donc dans les grandes villes comme Rennes, Lorient, Brest, effectivement c'est plus le vote écologiste qui porte ce tandem électoral récurrent entre UDB et Europe Écologie Les Verts. Et pour répondre sur la question des bonnets rouges, effectivement, ça fait déjà 10 ans qu'avait eu lieu ce mouvement social, qui avait été un mouvement socio-économique essentiellement, avec l'alliance finalement de milieux patronaux et d'une frange de syndicats, et avec un investissement d'une partie du mouvement régionaliste aussi, qui avait, mine de rien, un peu dans la logique ancienne du Célib, porté des revendications économiques pour la Bretagne.
et qui avait débouché d'ailleurs sur certaines revendications aussi institutionnelles. Hein. C'est à ce moment-là qu'avait commencé à émerger la revendication, par exemple, d'une Assemblée de Bretagne, qui a été récupérée par la suite par Jean-Jacques Urvoas, alors que le PS, pour le coup, n'était pas du tout investi dans ce mouvement. Ça avait pas fait long feu, ce mouvement, parce que justement, il y avait des contradictions tellement énormes entre les différents acteurs, puisqu'un des acteurs de ce mouvement des bonnets rouges, c'était ce qu'on appelait à l'époque l'Institut Locarne, qui était un regroupement de milieux économiques, grands patronaux plutôt bien ancrés à droite, et ça a été perçu par les syndicats comme voulant maîtriser, pas forcément à tort d'ailleurs, ce mouvement-là. Donc les répercussions à long terme de ce mouvement, je pense, ont été relativement faibles, même si Jean-Marc Ayrault avait dû effectivement faire quelques concessions en termes de développement économique de la Bretagne, mais sans faire de concessions culturelles ou institutionnelles. Qu'est-ce qu'il y a ? Excusez-moi, je veux parler. Comment ? Oui, alors je réponds brièvement parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, en Corse, le syndicat aujourd'hui majoritaire, c'est le STC, donc c'est un syndicat d'obédience nationaliste. Ce qui est assez frappant aujourd'hui, donc il n'y a pas eu de bonnet rouge, le mouvement des Gilets jaunes a été beaucoup plus faible il a même été, il a été très faible en Corse. Il y a une déconnexion, disons, par rapport aux revendications nationales. Et aujourd'hui, il n'y a pas, si vous voulez, l'économie étant essentiellement liée au tourisme, il n'y a pas de conjonction entre des mouvements populaires qui aujourd'hui sont plutôt, disons, comment dire, les revendications sont plutôt de limitation du tourisme, limitation des flux, etc., et aux protestations contre l'augmentation des prix de l'immobilier. Et il se trouve qu'un certain nombre des protagonistes nationalistes ont des intérêts dans le domaine du tourisme et de l'immobilier qui font que, disons, un mouvement régionaliste transclassiste autour de revendications économiques ne me semble pas émerger, en tout cas dans les conditions actuelles. Voilà. Merci. On va prendre une autre série de questions. Vous voulez dire quelque chose, monsieur ? Non, mais je peux. Bravo. Moi, je reviens sur le problème entre la région, la périphérie et le centre. Parce qu'à la fois la Bretagne et la Corse sont des exemples où il y a eu une volonté de changer de centre. Sous les nazis, la Bretagne s'est rapprochée des nazis, un peu comme les Pays-Bas à l'époque, voire une partie de l'Ukraine, etc. Et en Corse, il y a eu ce rapprochement vers l'Angleterre. Ah, du côté de Paoli, oui. Oui, hein, le royaume des deux îles. Donc, est-ce que bon, la question, c'est une région peut-elle vivre sans centre, sans être adossée à un centre? Ah, ça, il y a Salve. Il y a Salve. Encore une autre question ? Bon, voilà, c'est une série. Ça fait plus de questions. Oui, c'est par rapport à la Bretagne. J'avais en tête une association qui s'appelle Eau et Rivière et qui donc, je crois, est partie des biens de Bretagne et de la pollution amenée par l'élevage intensif industriel en Bretagne. Et quand vous dites que la Bretagne est une région qui s'est développée économiquement, ça c'est sûr, mais à quel prix, puisque maintenant ils sont obligés de transporter les lisiers, de les envoyer dans le Limousin. Enfin bon, il y a toute une situation qui est quand même à réexaminer pour la Bretagne. Donc est-ce qu'au niveau du régionalisme, on fait un examen de conscience par rapport à ça et quel est le poids des lobbies, compte tenu du problème du poids des lobbies dans tout ça? Par contre, je vous demandais de faire court et bref, vous pouvez bref.
rebondis sur le premier interlocuteur, monsieur. Oui, pour les thèses, les maîtrises et compagnie, quand elles sortent de l'UBO, de toute façon, la personne qui a soutenu la thèse, il ne pourra pas parler dans la rue. D'abord, il n'y a plus une seule personne qui parle breton au Brest, et surtout, il sera de la nécessité de parler de sa thèse dans les cercles de conférences, etc. Tout ça. Bon, il faut savoir que le renouvellement des étudiants en Brest, à mon avis, il y en a plus. Le deuxième point, c'est donc, bon, on a le statut de langue régionale. Ça se maintient dans la signalité. Et le nombre de locuteurs baisse. Par contre, en Corse, vous n'avez pas répondu à ma question. Globalement, quand un Corse, par exemple, a fini son temps de travail, et qu'à midi, il sort dans la rue, et le soir, par exemple, durant son temps libre, est-ce que cet homme va parler, par exemple, le corse sur son temps de pause déjeuner, il va parler le corse le soir, parce que c'est cette façon qu'une langue garde sa teneur et sa saveur. Alors, est-ce que c'est le cas en Corse, et est-ce que le nombre de locuteurs global, je dis bien sur les 200 000 ou 300 000, plus courriers de Corse, 350 000. Combien 350 000. Oui, 350 000, je n'ai pas le chiffre, voilà. Et Est-ce je vous le que donne. les sondages, effectivement, s'il y en a, je crois que fait par la presse, etc., montrent qu'il y a eu une baisse ou un maintien du nombre de locuteurs global? Merci. Je réponds, ouais, puisque je suis interpellé directement depuis Brest. D'abord, les sociologues ont un rapport compliqué au sondage. L'INSEE avait fait quelque chose sur le nombre de locuteurs. Moi, je ne peux pas vous répondre sur le nombre de locuteurs en Corse, parce qu'il y a différentes manières de parler corse. Je l'ai expliqué. Le maire de Corté, quand j'étais en poste, ça fait une trentaine d'années, me parlait toujours en corse. Et il était contre l'enseignement obligatoire du corse. Et comment dire, montrer à un inspecteur général qui venait nous visiter du ministère de la Culture, alors je lui dis, monsieur le maire, pourquoi vous dites Corti, toujours Corti, alors qu'on dit Corti? Ah, il me dit, mais vous savez, et il dit à l'inspecteur général, en Corse, on prononce tout de travers. Alors, il dit, Fabiani, comment tu dis, toi, le Tavignano, qui était le fleuve qui passe à Corté, je dis Tavignano, monsieur le maire. Il me dit, moi je dis Tavignani. Vous voyez? Et il me fait 3 ou 4 trucs comme ça, où il met un I à la place du A, et ça. Il me dit, tu vois qu'on ne parle pas le même corse. Alors, tu vas dire à l'inspecteur, on va faire le corse obligatoire. Et en privé, il me parlait tout le temps corse. Vous voyez? Donc, la question, c'est qu'il y a une différence. Ben, ce que vous avez dit, vous êtes dans l'administration, vous êtes un petit fonctionnaire, vous parlez français, et puis vous allez au café, vous allez parler corse. Vous voyez? Donc, moi, je n'ai pas de chiffres. C'est clair qu'au village, j'ai de moins en moins, moi je peux vous donner des impressions, effectivement, il me semble que le corse est plutôt parlé par les vieilles générations. Moi, quand ma mère va mourir, j'aurai moins d'occasion de le parler. Je vois que le truc qui fédérait tout le monde au village, notamment en été, c'était à Keene, hein, le loto, et on disait les chiffres en corse. Et on disait les chiffres, en général, en les spécifiant. Vous voyez, uno, c'était Spidinetu, le tout petit truc, ou Trentadre, Jésus Christ. Vous voyez? Bon, vous comprenez tous, vous voyez? C'est pas comme le breton. Moi, le breton, c'est vachement dur. Alors, mais aujourd'hui, on fait Aquine en français, j'ai remarqué, depuis une dizaine d'années. Donc, ça vous dirait, il y a moins de locuteurs. Mais en même temps, il y a des gens qui le réapprennent et qui le parlent. En tout cas, il y a une situation de bilinguisme qui est variée, et qui, évidemment, peut être changé. Je veux dire, je crois d'une certaine manière au volontarisme. Si les gens ont envie de parler corse, ils peuvent aujourd'hui le faire avec l'enseignement du corse qui leur est fourni. Et je ne peux pas faire de pronostic. Et si vous me dites, vous parlez corse, je ne sais pas si je dois vous dire oui ou non. Parce qu'un cours ou un exposé comme ça, je ne le ferai pas en corse.
Vous voyez? C'est deux mondes, on est dans un monde, monde doudou, doppio, comme on dit. Vous voyez, il y a l'intime, le truc, ouais, et puis, voilà, et maintenant, de plus en plus, c'est le français que je parle plus dans ma vie universitaire, puisque je parle uniquement anglais. Vous voyez? Donc, la même question se pose pour le français que pour les langues régionales. Et donc, il y a des gens qui disent, il y a des nationalistes qui disent en Corse, pourquoi on n'apprend pas l'anglais et pas le français? On ferait anglais-corse, puisqu'il y aurait la langue du pays, et puis la langue internationale, comment on appelle ça, le globish, machin. Vous voyez? Donc, moi, je ne peux pas répondre à la question en termes statistiques, parce que c'est des enquêtes déclaratives. Vous allez avoir une masse de gens qui disent « je parle corse », même s'ils disent uniquement « Pace et Salute » et le 1er janvier. Vous voyez? Donc c'est compliqué, les choses. Je pense que vous pourriez avoir une réponse, parce que la population de la Corse, c'est 350 000 personnes, c'est tellement faible qu'on peut faire n'importe quel sondage. Ah, bon, ok. Par contre, non, donc je réponds à ça, je laisse mon camarade, mais votre question est très importante, parce que Pasquale Paoli a été un des grands admirateurs de la Révolution française, et je veux dire, ce n'est que par une sorte de deuxième choix qu'il s'est rapproché de l'autre île. Et du royaume britannique. C'est ce qu'on lui reproche toujours. Quand ma mère me dit, ton gars, c'est un traître à la cause, c'est comme un irrédentiste. Vous voyez, elle compare les deux. Bon, je ne dirais pas quand même, alors Touzzi me confirmera, que les Corses sont en masse rapprochés de Mussolini. C'était vraiment une toute petite catégorie de la population. Malheureusement, et du fait que la République, mais bon, même avant, mais n'a pas porté intérêt à la culture corse, si vous voulez. Ce sont d'autres sources. Les premiers recueils de polyphonie ou de Tiam Irrispond sont allemandes. C'est vers 1870 qu'ils recueillent tout ça. Vous voyez, ce travail de collecte qui a été fait au cours de l'histoire, ben, le Bottiglione, qui est le premier dictionnaire corse, c'est un dictionnaire mussolinien. Vous voyez? Alors, il y avait des intérêts, mais la question, c'est aussi la production du savoir, comment une langue, c'est pas, je veux dire, c'est aussi des codes, etc. Ça s'est passé comme ça. Donc, effectivement, Paoli a cherché cette alliance, mais après qu'il a été, en quelque sorte, disqualifié, d'ailleurs, par la famille Bonaparte. Hein. Donc, c'est une histoire compliquée, mais qui fait que ce qu'on en retient, effectivement, c'est le traître, le gars qui est allé chercher ailleurs. Mais au départ, c'était vraiment, pour lui, la Révolution française, enfin, c'était pas son départ, il avait déjà de la bouteille, mais la Révolution française était un modèle, c'est l'homme des Lumières caractéristique. Alors après, il y a ce très beau livre de David Bell sur les hommes à cheval, là où il y a un chapitre sur Paoli. Il a été traduit en français, et j'ai fait, quand le livre est sorti en anglais, j'ai fait un compte-rendu dans La vie des idées. Mais lisez ce livre, il est passionnant, sur Paoli, qui est vraiment le modèle de l'homme politique des Lumières, et qui a été complètement mis à la poubelle par l'historiographie française, parce qu'il ne convenait pas au récit napoléonien. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, sur cet élément, je peux rebondir aussi. C'est vrai qu'il y a des nationalistes bretons qui ont collaboré avec l'occupant nazi, notamment autour de l'idéologie, enfin du modèle irlandais de les difficultés de la France sont les opportunités de la Bretagne. Parce que les Irlandais disaient British difficulty is Irish opportunity. Ouais. Mais c'était des gens qui étaient marginaux en réalité, donc qui existaient, mais la Bretagne n'a pas été plus collaboratrice que le reste de la France. Même il y a un mouvement de résistance important en Bretagne. Par exemple, De Gaulle avait dit, parce qu'il y avait eu tous les hommes de l'île de Saint qui étaient allés à Londres au tout début de la Seconde Guerre mondiale, il y avait énormément de Bretons dans les forces françaises libres, et donc De Gaulle avait dit, mais finalement l'île de Saint c'est le quart de la France. Donc la Bretagne a aussi été une terre de résistance importante. Donc, où les résistants à l'époque, naturellement, parlaient breton, mais pas sur un paradigme régionaliste. Donc,
Après, la question, effectivement, aux rivières est compliquée, parce que si on prend le régionalisme comme quelque chose d'unifié, mais en fait, bon, certes, le régionalisme a été la force structurante autour du Célib qui a porté la modernisation et le développement économique de la Bretagne à partir des années 50, c'est vrai, mais dès les années 70, il y a finalement un autre régionalisme qui a émergé aussi et qui est devenu, qui a infusé beaucoup plus le régionalisme politique sur un paradigme écologiste, où d'ailleurs toutes ces grandes associations que sont Eau et Rivières, que sont Bretagne et Vivante, qui s'appelait à l'époque SEPNB, ont été portées, leurs présidents historiques sont des personnes issues de la mouvance régionaliste. D'ailleurs, la moitié des présidents de Bretagne Vivante, qui est la grande association environnementaliste en Bretagne, sont des gens qui sont passés par l'UDB. Les fondateurs de ces structures écologistes sont des personnes qui sont massivement passées par les milieux de la langue bretonne, par les milieux régionalistes politiques pour le coup, donc, et qui étaient dans un autre régionalisme qui visait au contraire à préserver une Bretagne qu'ils souhaitent transmettre à leurs habitants, et donc une Bretagne aux ressources naturelles préservées, quitte effectivement à réfléchir, à remettre en cause l'autre paradigme régionaliste du développement économique. Donc le régionalisme, c'est un terme générique, mais dès qu'on va dans les détails, ce n'est pas une idéologie unifiée, c'est ce que Michael Frieden appelle, qui est un théoriste, un spécialiste des idéologies, appelle une idéologie faible, au sens où le régionalisme en soi, et pour soi, n'existe pas. Il doit s'adjoindre à un paradigme idéologique plus important, qui peut être le conservatisme, qui peut être l'écologie, qui peut être le socialisme, etc. Et ce qui fait que il y a certes le régionalisme qui est la valorisation ou la territorialisation des problèmes socio-économiques à une échelle régionale, mais une fois qu'on a dit ça, on ne dit pas du tout ce qu'on va mettre dedans. Et ça, pour le coup, si on le fait avec un paradigme écologiste ou avec un paradigme capitaliste, ça va déboucher sur des régionalismes différents et voire même contradictoires. Je veux juste ajouter une ligne pour conforter le point de vue de Toudi avec l'exemple corse. La Corse a été une grande région de résistance. Elle a été occupée d'abord par les Italiens, et cette occupation italienne n'a pas été l'occasion d'une fraternisation, puisque vous connaissez les figures de Daniel Casanova ou de Fred Scamarone et de bien d'autres. Cette résistance, il faut le préciser, a été très largement une résistance populaire et communiste. C'est une de ses caractéristiques. L'élément gaulliste étant beaucoup moins important que dans d'autres régions de France. Nous arrivons à la fin de la séance. Donc, alors, un très grand merci à nos deux intervenants, surtout pour la venue de Bretagne à Paris 14. Merci, monsieur Fabiani. Je suis venu du 15e. Ah, vous avez franchi la frontière, vous avez franchi la frontière en plus. Nationaliste, dans ce sens que quand un Parisien va dans certaines régions, si sa plaque d'immatriculation 75 apparaît, il risque d'avoir des problèmes, alors que dans l'autre sens, Bolloré a immatriculé toutes ses autolibes en Bretagne, et certains Parisiens, pour éviter d'avoir des problèmes, mettent le petit 2A ou 2B sur leur plaque d'immatriculation pour éviter d'avoir des problèmes. Oui, je sais pas, est-ce que ça met une réponse? Oui. J'ai un 2B. Voilà. Mais c'est vrai, enfin, moi je suis... Et aucune rayure sur votre voiture. Et aucune rayure... Je n'irai pas jusque-là. Mais je pense que oui, ça induit une sorte de prudence de la part des interlocuteurs. Oui. Mais je ne l'ai pas fait pour ça, parce que moi je suis du 2B. Vous voyez,
Qu'en dites-vous? Vous m'apprenez que Bolloré a immatriculé toutes ces voitures en Bretagne. Oui, c'est Autolib, donc ça je ne savais pas. Après, en Bretagne, j'ai pas l'impression qu'il y a cette violence routière. À la limite, on va s'énerver sur quelqu'un qui conduit mal et si on voit qu'il y a un 75, mais ça va pas aller plus loin. J'ai pas connaissance de Parisiens qui ont eu leur voiture rayée parce qu'ils avaient une voiture immatriculée dans le 92 ou le 75. Mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres témoignages. Non. En tout cas, il est possible qu'un Corse qui vienne à Paris fasse un peu malmené par les Parisiens, non? C'est arrivé? Ça m'est arrivé souvent. C'est ce que j'ai appelé, mais je ne m'en plains pas parce que je prends la vie du bon côté, c'est ce que j'ai appelé le racisme licite. Et alors, je relis Balzac en ce moment, qu'est-ce qu'il met au breton? C'est de la démence, enfin bon, c'est une obsession. Mais oui, quand je suis arrivé à Paris, on m'a souvent moqué de moi, surtout sur ma paresse, qui est réelle, mais enfin ça se dit pas. Je me souviens, lors d'une visite médicale, pour être incorporé comme IPCien stagiaire, le médecin me dit « Vous n'êtes pas trop fatigué, vous ne voulez pas vous allonger ?» Bon, et on dit des choses. Alors, je veux pas insister sur le racisme anti-corse parce que c'est exagéré, mais ce que j'appelle le racisme licite, c'est dans une conjoncture où on est amené à contrôler son langage, antisémitisme, islamophobie, etc. Les régions restent au fond une possibilité pour les locuteurs de se moquer. Donc Bécassine, enfin bon, les Bretonnes, on se moque encore d'elles comme ça, hein, souvent. Les Corses, on a mauvaise réputation. Et la question, c'est de savoir si c'est justifié ou pas. Bon. Voilà.